Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le chômage était passé sous la barre des 1 million de chômeurs et qu'au sein de l'armée, il y avait la naissance d'une résistance contre Hitler et nous allons reprendre là. Pour cette année 1938, nous pouvons appeler cette année l'année de l'engrenage. Donc c'est un chapitre qui était donné à cette année dans un livre d'histoire et je trouve que cela correspond bien à cette année 1938. John Toland, l'historien, dira dans sa biographie de Hitler « Si Hitler était mort en 1937, il serait sans aucun doute resté comme l'un des plus grands personnages de l'histoire allemande, en sachant que certaines personnes considéraient que Hitler aurait dû recevoir le prix Nobel de la paix. Forcément, cela est un point de vue pour l'allemand de base, mais pour les Allemands communistes ou les Allemands religieux, quelle que soit la religion, ils ne doivent pas avoir la même vision de l'histoire. Pour ce mois de janvier 1938, Darré parle de l'ASS. Discussion avec Bach, faire de l'ASS un ordre samouraï, et la fusionner en même temps avec la police. Ça ne va pas. À qui profite le crime ? De grandes inquiétudes se dressent sur le chemin de l'ASS. Wolf crée carrément un gouvernement parallèle avec des adversaires de l'ASS. Inquiétude quant à l'avenir de l'ASS. Mais dois-je abandonner le bureau pour la race et le peuplement, puisque l'ASS se transforme en une garde prétorienne capitaliste sous un commandement jésuitique. Pour information, Darré demande sa démission à Himmler en février 1938 et il sera officiellement relevé de ses fonctions en septembre 1938. Bien que Darré demande à Himmler de graviter autour de lui et d'être un conseiller pour des questions sur la SS ou autre. Le 1er janvier 1938, tous les médecins juifs sont exclus des caisses d'assurance maladie. Les associations culturelles juives n'ont désormais plus de statut juridique reconnu en Allemagne. Le 3 janvier, journée d'action de l'Église catholique pour protester contre la politique raciale. Le régime réplique par la fermeture d'écoles, de monastères et de nombreux organes de presse. Encore une fois, si vous suivez mes vidéos, vous vous rendez compte que l'Église mène beaucoup d'actions contre le régime nazi et qu'ils ne sont pas, comme on le pense, alliés des nazis. Le 5 janvier, les Juifs doivent adjoindre obligatoirement à leur prénom usuel un prénom révélateur. Israël pour les hommes ou Sarah pour les femmes. Cela sera effectif le 17 août 1938. Donc tout simplement, si un juif écrit un courrier par exemple à la mairie, il doit rajouter à son nom et prénom Israël ou Sarah en fonction du sexe. Parce que les juifs, pour mieux s'intégrer dans un pays, prennent des noms et des prénoms en lien avec le pays en question. Encore une fois, dans la mentalité allemande, les juifs sont des espions ou des propagateurs révolutionnaires. Et c'est une façon de les identifier. Le 11 janvier, Albert Speer reçoit la commande officielle du projet de nouvelle chancellerie. Hitler donne 1 an de délai pour la construction. Le 12 janvier, le chancelier autrichien Schöning refuse, lors d'une conférence avec l'Italie et la Hongrie, de faire sortir son pays de la Société des Nations et de rejoindre le pacte anti-Comintern. À cette même date, les dentistes juifs sont exclus du système de caisse d'assurance. À cette même date également, 45e anniversaire de Göring, de nombreux dignitaires nazis viennent le féliciter. Également, le 12 janvier, mariage du ministre de la guerre von Blomberg avec mademoiselle Grun. En effet, von Blomberg est veuf et il vit avec ses filles. Mais ses filles sont en âge de se marier et von Blomberg va se retrouver seul. Et c'est l'excuse qu'il donne à Hitler lorsqu'il lui demande l'autorisation de se marier. Pour information, à cette époque, lorsqu'un officier de la Wehrmacht a l'intention de se marier,
il doit demander l'autorisation à son supérieur, et là, pour le coup, au-dessus de von Blumberg, c'est Hitler. Hitler autorise von Blumberg à se marier, et von Blumberg demande à Hitler et à Göring d'être ses témoins. Ce qui étonne tout le monde, c'est que von Blumberg ne veut pas un gros mariage, il n'y a presque personne, et il prétexte que sa future femme vient d'un milieu très modeste, et von Blumberg interdit également tout communiqué de presse sur son mariage. Mais comme il est ministre de la guerre, cela ne peut pas rester secret, et quelques lignes discrètes sont écrites dans les journaux. En effet, cela ne peut pas rester secret, Hitler n'étant pas marié, l'épouse du ministre de la guerre peut se retrouver au bras du Führer lors d'événements. Et il faut que les gens puissent savoir qui est cette femme au bras du Führer. Retenez ce mariage, nous allons y revenir dans quelques instants, parce que cela va avoir des conséquences pour la suite de l'histoire. Après le mariage, attentat contre Hitler. Cette histoire nous vient du majordome de Hitler, Ling. Il nous dit « Hitler se rendit en voiture à la Schorfheide, domaine de l'ancien château et réserve de chasse de l'empereur Guillaume II, où il voulait se retrouver avec Göring. Devant nous roulait la voiture d'Himmler, lorsque soudain des coups de feu claquèrent venant du couvert de la forêt. La voiture d'Himmler stoppa. Elle avait été touchée. Himmler, profondément effrayé et livide, expliqua précipitamment à Hitler qu'on lui avait tiré dessus. Après l'incident, le voyage reprit et le Führer déclara « C'est moi que cela aurait dû toucher, car Himmler ne roule pas normalement devant moi. Il est en outre bien connu que je m'assis toujours à côté du conducteur. Et les impacts dans la voiture d'Himmler sont de ce côté. » Et Ling précise « À la suite de cela, les véhicules d'Hitler furent munis d'un blindage. » Et par la suite également, Ling nous précise, comme déjà dit, qu'il y a déjà eu des attentats contre Hitler aux fleurs empoisonnées. Donc les SS qui récupéraient les bouquets de fleurs devaient porter obligatoirement des gants. Et par la suite, cela était interdit de jeter des bouquets de fleurs au Führer. Et également de la nourriture reçue à Hitler et la nourriture empoisonnée. Et également un cadeau, un animal, un chien qui avait reçu une piqûre de rage, etc. Cela est un petit rappel pour dire qu'il y a toujours des tentatives d'assassinat contre Hitler. Le 15 janvier, suite à la démission de Hjalmar Schacht, vu dans les vidéos précédentes, Walter Funk est nommé au poste de ministre de l'économie. D'après les dirigeants nazis, Walter Funk est également très compétent dans ce domaine. Le 17 janvier, rapport français. Culte de la marche à pied dans l'armée allemande. Exemple de performance courante, 60 km par jour en moyenne. On ne saurait assez insister sur la capacité de résistance à la fatigue de l'infanterie allemande. Alors là aussi, nous voyons beaucoup, surtout dans les images d'archives de 1940, que l'armée allemande a énormément de blindés et que les attaques se font à la vitesse de l'éclair. Mais il faut savoir que la majorité des troupes sont à pied. Et comme dit, ils ont une capacité énorme de résistance à la fatigue. J'ai pu lire des lettres de soldats allemands lors de la mission Barbarossa, l'invasion de l'URSS, et le soldat envoie une lettre à sa famille, et dedans il raconte qu'ils ne font que marcher. Et c'est pareil, une journée ils marchent 50 km, une autre journée ils peuvent marcher 75 km, et le maximum c'est à peu près 80 km en une journée. Et c'est pas 80 km et après ils passent 3 jours à se reposer, c'est 80 km, ils dorment 3-4 heures et ensuite ils marchent de nouveau 80 km. Ce qui fait que vous avez une armée très rapide sur le terrain. Après, n'oublions pas non plus que dans l'armée allemande, il y a l'usage de drogue qui est autorisé. Le 19 janvier, en France, crise ministérielle suite à la mauvaise situation économique qui provoque des grèves et des tensions entre radicaux et socialistes. À cette même date, en Union soviétique, Staline constitue le Soviet suprême qui devient l'institution supérieure de l'État. Également à cette même date, en Espagne, la Légion Condor bombarde Barcelone et tue plus d'une centaine de personnes. Le
24 janvier, Hitler s'enferme dans ses appartements avec Göring pendant plusieurs heures pour parler d'un sujet important. La femme de Blumberg est une ancienne prostituée. En effet, un policier qui est tombé sur le nom de la jeune femme dans le journal a été pris d'un sérieux doute. Une femme avec le même nom a déjà été arrêtée plusieurs fois par le passé pour racolage. Et il y a également des photos pornographiques d'elle en vente un peu partout. Ayant un doute, le policier est parti voir son supérieur avec l'article de presse et l'affiche de la condamnée. Et cela monte au sein de la hiérarchie de la police allemande et arrive entre les mains de Helldorf, chef de la police berlinoise. Pour information, certains disent que le policier a été renseigné par une lettre anonyme, ou encore que Göring a tout organisé. Mais pour von Below, qui a parlé avec beaucoup de personnes de première main sur cette histoire, le policier a lu l'article dans la presse par hasard. Et également pour information, lors du procès de Nuremberg, le tribunal revient sur l'histoire de Blumberg et lorsque les gens sont prêts à passer à table, Göring regarde tous les accusés et leur dit que Blumberg est mort récemment et que cela ne se fait pas de parler sur lui. Et il menace tous les accusés que s'ils parlent sur Blumberg, il balance plein d'infos croustillantes sur tout le monde. Et tout le monde se calme. N'oubliez pas que Göring est le premier chef de la Gestapo et des renseignements allemands, donc il doit avoir des informations sur tout le monde. Parce que bien que la Gestapo passe sous Himmler, il y a toujours des personnes fidèles à Göring au sein de la Gestapo. Tout cela pour dire que Göring n'a rien à voir dans l'histoire, il est juste opportuniste lorsque l'occasion se présente. Revenons à Helldorf. Helldorf a le document dans les mains et il essaye de rencontrer Blumberg le plus discrètement possible pour que, si cela est vrai, il puisse divorcer de sa femme et que cela reste discret. Blumberg n'étant pas là, pour information, Blumberg est parti en vacances avec sa femme et il est revenu parce que sa mère est décédée. On peut dire qu'il est occupé. Donc Helldorf, ne voyant pas Blumberg, il demande à Kettel, qui est le subordonné de Blumberg, s'il a vu la femme de Blumberg, pour la comparer avec la photo, parce qu'ils sont toujours dans le doute si c'est bien la femme de Blumberg, la prostituée, ou si c'est juste un homonyme. Kettel répond qu'il n'a pas encore vu la nouvelle femme de Blumberg, mais que Göring, en tant que témoin, l'a vue. Ils partent retrouver Göring, qui, comme dit en tant qu'opportuniste, va balancer toute l'histoire à Hitler. Donc nous sommes à notre rencontre de Hitler et Göring du 24. Von Below dira que pendant 2 jours, Hitler est resté dans son logement, sans même descendre pour ses repas. Et il ne faisait que de longues réunions dans ses appartements avec différents dignitaires nazis. Le 25 janvier, la police autrichienne effectue une descente contre le groupe du NSDAP autrichien. Le chancelier Schüning lance un interdit contre le parti du NSDAP en Autriche. À cette même date, il est décidé que le ministre de la guerre von Blumberg soit démis de ses fonctions. Même s'il a été atterré par le dossier de sa femme et qu'il divorce, il doit quand même quitter son poste. En tant que ministre de la guerre, il aurait dû enquêter sur le passé de sa femme avant de l'épouser. Pour information, Göring essaye de prendre la place de Blumberg et Osbach, qui est le conseiller de l'armée pour Hitler, propose Fritz à Hitler. À cette même date, nouvelle mesure d'arrestation et d'internement. Tous les ennemis de l'État et de la communauté nationale peuvent immédiatement être internés dans des camps de concentration. Le 26 janvier, plusieurs dignitaires nazis rencontrent tout le long de la journée Hitler pour le poste de ministre de la guerre ou d'y placer leur favori. Fritz, qui était normalement le général qui aurait pu remplacer von Blumberg, est rattrapé par une vieille affaire d'homosexualité. L'affaire avait été étouffée, mais voilà qu'elle est de retour. Bien que Fritz clame son innocence, l'enquête est relancée. Là, par contre, il y a de grandes chances que ce soit
Göring qui est balancé de nouveau cette histoire. Alors cette histoire est balancée en janvier et elle terminera en mars. Et c'est Himmler qui est chargé de l'enquête. La Gestapo présente un certain Otto Schmid, homosexuel, qui fait chanter ses amants. Himmler est convaincu que Fritz est coupable. Le général Fritz crie son innocence. Il dit à Himmler qu'il nomme vaurien en chef. Tout votre comportement dans cette affaire montre que vous ne vous êtes préoccupé que de faire de moi un coupable. Fritz envisagea même de provoquer Himmler en duel au pistolet. Par la suite, Fritz est finalement innocenté. L'homosexuel Otto Schmid s'est trompé de Fritz. Son amant, c'était un Fritz, officier de cavalerie à la retraite. Hitler sera mécontent d'Himmler. Que cette histoire soit devenue un scandale d'État pour rien. Goebbels dira qu'Himmler avait agi avec trop de précipitation et avec trop de préjugés. Himmler sera très déprimé après cette histoire. Comme dit, il y a beaucoup d'historiens pensent que Göring est derrière cette histoire. Il aurait balancé l'information à Himmler qui se serait précipité dessus. Comme dit dans le hors-série de Himmler, Himmler prend les rumeurs au sérieux. Donc dès qu'il y a une rumeur de quelque chose, il se dit que c'est fondé sur quelque chose de réel et il fonce droit dedans. Pour le 26 janvier également, un décret du gouvernement attribue le qualificatif « rétif au travail » à tous les hommes sans emploi et aptes au travail après refus de 2 propositions successives d'embauche ou abandon de 2 postes, même inadaptés à leur qualification. Cette attitude est désormais punie des travaux forcés en camp de concentration. Alors comme déjà dit, imaginons qu'un boulanger est au chômage. Comme il est au chômage, il sera pris pour travailler sur une route. Bien entendu, si un jour il trouve un travail de boulanger, il peut retourner dans sa profession d'origine. Mais tant qu'il est au chômage, il doit prendre ce qu'on lui donne. Et comme dit, au bout de 2 refus ou de 2 abandons, la personne risque d'aller en camp de concentration pour des travaux forcés. Donc, entre travail forcé non payé et un travail payé, même si on ne l'aime pas, le choix est vite fait. C'est également une des raisons de la très forte baisse du chômage en Allemagne. Et pour information également, ces personnes, quand ils seront marqués dans les camps de concentration, ils auront un triangle noir. Également le 26, expulsion des juifs russes, expropriation des biens juifs. Le 27 janvier, à Vienne, lors du démantèlement d'un QG du NSDAP, la police trouve les plans d'un soulèvement armé. Le 27 janvier également, Hitler rencontre von Blumberg pour parler de son remplaçant. Et finalement, c'est Hitler qui prend le poste de chef de l'armée allemande et élimine le poste de ministre de la guerre. Von Below nous dit que beaucoup de gens pensent que Hitler a profité pour prendre le contrôle de l'armée, et il rajoute que Hitler était déjà le chef de l'armée depuis qu'il était devenu chef d'État à la mort de Hindenburg. Le 29 janvier, alors que Blumberg est à Rome, son aide de camp pour la marine, le capitaine de corvette von Wangenheim, lui rend visite et lui demande de divorcer de son épouse, au sens de l'honneur d'un officier. Devant le refus de Blumberg, l'aide de camp lui dit qu'il salit son honneur et celui du corps des officiers, et qu'il ne lui reste qu'une seule autre solution, se donner la mort. Sur ces mots, il dépose un pistolet sur la table. Blumberg dira qu'il a promis au Führer de ne pas attenter à ses jours. Hitler lui avait dit « L'Allemagne n'a pas besoin maintenant de la mort d'un ministre de la guerre ». Pour information, Göring convoquera l'aide de camp et s'engueulera avec sur cette histoire. Et pour information également, von Blumberg restera marié à cette femme jusqu'à sa mort en 1946. Le 30 janvier, festivité pour la prise de pouvoir. Hitler veut que tout se déroule comme d'habitude afin de couper court aux rumeurs des événements récents.
Alors j'ai lu dans certains bouquins, donc des historiens disent que exceptionnellement il n'y a pas eu d'événement à cause de l'histoire de Bloomberg. Mais dans le livre de Von Below, il dit bien qu'il y a eu une cérémonie, des parades comme d'habitude. Et nous voyons sur une photo d'époque qu'il y a bien du monde dans la rue pour saluer Hitler au balcon. Alors pour ce mois de janvier, Goebbels nous dit que pour le théâtre et le cinéma tout se passe bien, qu'il continue les recherches sur les films en couleur, que l'opération de déjudaïsation de la Chambre de la Culture se poursuit comme prévu. Il nous parle également qu'il a de nouvelles idées et qu'il prenne de nouvelles mesures pour l'art dégénéré. Et il nous parle de l'anniversaire de Göring. Un tourbillon insensé, très sympathique. Le Führer lui a offert un merveilleux Macar. Je discute avec le docteur Lee du problème des cartes culturelles. Il est enthousiasmé. Il veut intégrer la force par la joie à la chambre de la culture en tant que 8e chambre. C'est très bien. Nous aurons ainsi tout regroupé. Le Führer est d'accord avec nos mesures au sujet de l'art dégénéré. Bloomberg se marie cet après-midi. Tout le monde est étonné. Le Führer est témoin. Mais Bloomberg va avoir encore quelques difficultés à surmonter. Débat sur les colonies avec le Führer, Epp et Ribbentrop. Mais il n'y a provisoirement aucun résultat à attendre. Goebbels nous parle également de la France. La tentative de Chotan semble vouée à l'échec. Les patrons refusent de paraître à sa conférence de paix sociale. La démocratie. Par la suite, j'expédie tout le travail à un rythme frénétique. Le soir, la chauve-souris avec le Führer. Il est totalement enthousiasmé. Une représentation fantastique, pleine de rythme, d'élan et de couleurs. Nous sommes tous ravis. Nous bavardons encore jusque tard dans la nuit à la chancellerie. Par la suite, préparé le 30 janvier. Élu le terrifiant rapport d'un émigrant allemand sur la Russie soviétique. C'est l'enfer sur terre. Peaufiner la loi sur l'expropriation de l'art dégénéré. Il faut encore la soumettre à l'approbation du Führer. Examiner avec le Führer les documents accumulés sur l'art dégénéré. 2 heures durant. Le résultat est accablant. Aucun tableau ne trouve grâce à nos yeux. Le Führer est lui aussi partisan d'une expropriation sans indemnisation. Nous allons en échanger un certain nombre à l'étranger contre ceux de bon maître. Le Führer institue à cet effet une commission placée sous mon autorité. Par la suite, discussion au ministère avec Beck, le ministre polonais des Affaires étrangères. Elle dure presque 2 heures. Beck parle comme toujours de façon très retenue, mais aussi très déterminée. Résultat, résolument contre la Russie et le bolchevisme. Mais cela ne saurait être mesuré selon nos propres critères. Asiatique, il ne comprend pas non plus les raisons cachées des exécutions. Mais dans tous les cas, la Russie est pour l'instant hors d'état d'entrer dans une alliance. Par la suite, revirement d'une très grande importance en Roumanie. Goga va réussir à s'imposer, mais il doit remporter les élections. Et cela n'est pas si sûr. La question juive revient de plus en plus comme un problème mondial. Par la suite, la France traverse actuellement une crise sévère. Mais elle est totalement prisonnière d'une chimère collectiviste. Plus personne n'attend rien de la Société des Nations. C'est pourquoi la Pologne prend ses distances de façon marquée. Mais elle y reste encore provisoirement. L'accord germano-polonais fonctionne dans l'ensemble. De petites frictions se produisent toujours, mais on s'efforce de gommer tous les excès. Et il faut aussi tenir compte de son opposition. La question de Danzig fonctionne aussi dans son ensemble. Les problèmes de presse se règlent de façon satisfaisante. Je présente quelques réclamations auxquelles il va donner suite. Par la suite, déjeuner chez le Führer. Il me demande si j'ai interdit le Stürmer. Devant ma réponse négative, il exige une interdiction immédiate et sans limite, jusqu'à ce que la rédaction soit remaniée. Plus de Streicher ni de Holz. Je fais immédiatement télégraphier cette interdiction. Streicher répond qu'il a aussitôt licencié tout le personnel. Le Führer est hors de lui, mais je vais en finir avec Streicher. Affaire Niemöller.
Le Führer entend bien ne jamais le faire remettre en liberté. C'est également la seule mesure juste. Le Führer est très profondément irrité par l'internationale protestante. Par la suite, Daladier a maintenant sous sa coupe l'ensemble des ministères qui touchent à la défense. Kotte est liquidé. Vaste pouvoir de Daladier. Les soviétiques tiennent un langage éhonté envers Paris, comme envers un État vassalisé, comme il se doit. Les Français commencent à comprendre. Chotan fait de petits essais de gouvernement minoritaire, mais son expérience ne durera probablement pas longtemps. Par la suite, Goebbels revient sur l'affaire Blumberg. Discuter avec Wiedemann de l'affaire Blumberg. Là-dessus arrive Eldorf. On ne peut plus sauver Blumberg. Sa femme a déjà été condamnée pour commerce de photos pornographiques d'elle-même. Elle a été encartée jusqu'en 1937. Les photos sont ignobles et écœurantes. Blumberg doit démissionner. Pour un homme d'honneur, il ne resterait que le pistolet. C'est Eldorf qui a éventé l'affaire. Le Führer a été témoin de mariage. C'est inconcevable. C'est la plus grave crise du régime depuis l'affaire Rome. Je suis anéanti. Le Führer est pâle comme un cadavre. C'est pour lui que j'ai le plus de peine. Le comportement de Blumberg est pour moi totalement incompréhensible. Il veut partir à l'étranger et laisser ici le Führer dans les ennuis. Ça ne va pas du tout. Par la suite, vu le secours d'hiver avec Egenfield. Ce ne doit pas être une pension pour feignants. Nous devons y faire très attention, mais réaliser des actes significatifs pour l'assistante sociale. Egenfield est lui aussi de cet avis. Par la suite, reçu Nakano du Japon. Il admire beaucoup l'Allemagne. La politique étrangère japonaise est trop lente à son goût. Il veut une position plus ferme à l'encontre du bolchevisme. Il n'a pas entièrement tort sur ce point. Ses espoirs reposent sur la jeunesse et sur l'armée. À juste titre, il est tout à fait charmé par l'entretien. Goebbels revient sur von Blumberg. Eldorf m'apporte le dossier de Madame la maréchale Blumberg. De quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. C'est vraiment effrayant. La menace d'un désastre ne cesse de grossir. Je suis totalement anéanti. Il n'y a plus d'échappatoire. Le seul secours est le pistolet. Mais il y a maintenant aussi l'affaire Fritz, article 175. Il assure sur l'honneur que cela n'est pas vrai. Mais qui peut encore croire à tout cela? Et Blumberg n'a-t-il rien su de sa propre épouse? L'honneur des officiers? Où est-il à présent? Tant de questions sans réponse. Par la suite, Goebbels nous parle de Funk. Parler avec Funk de la gravité de la situation. Lui aussi est très désespéré. Il a également de grandes difficultés avec le plan de 4 ans. Là aussi, il y a 2 ou 3 choses qui ne sentent pas bon. Par la suite, chez le Führer, il est totalement gris et livide. Blumberg est parti en voyage avec son épouse. Fritz est confronté à un garçon d'écurie qui prétend le reconnaître, ce que Fritz nie énergiquement. L'enquête va continuer, mais après cela, Fritz devra lui aussi démissionner. Blumberg a posé sa demande de congé et il est parti faire le tour du monde. Une méthode très confortable, il n'a apparemment rien su du dossier. Je suggère, le Führer prend toute la Wehrmacht sous sa coupe et transforme les différentes armes en autant de ministères. Ce serait la solution la plus logique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Puis viendra la question la plus délicate. Comment l'annoncer au peuple? Les rumeurs les plus folles circulent. Le Führer est très abattu. Aucun de nous n'a pu trouver le sommeil depuis lundi. Par la suite, Libelle raconte à table sa visite à Budapest. Le fléau juif est épouvantable en Hongrie, encore pire en Autriche. Mais qu'est-ce que cela me fait aujourd'hui? Le Führer se demande pour la soirée du ballet national polonais. Il ne peut pas venir. Moi, je dois malheureusement y aller, avec le cœur qui saigne. Quelle vie! Et Blumberg fait le tour du monde avec son épouse. Je prends congé du Führer, il est très seul, et je ne vais pas mieux. Par la suite, les commerces juifs doivent être visiblement identifiés en tant que tels.
Mais les signes distinctifs ne sont pas encore au point. Streicher réclama la peine de mort en cas de pollution raciale. Il donne à l'appui d'affreux exemples. Il a raison. Par la suite, provisoirement, le service militaire n'est pas exigible des étudiants en théologie catholique. C'est indiqué dans une annexe secrète du Concordat. Le travail de Papen, malheureux héritage. Par la suite, le Führer insiste longuement sur la politique dans les Balkans. C'est là qu'est notre grande réserve de débouchés. Très dur contre la Hongrie et sa politique des nationalités. La Hongrie ne doit pas devenir trop grande. Il vaut mieux la Yougoslavie courageuse et virile, et qui traite correctement nos minorités. La Tchécoslovaquie est un vrai tas d'ordures. Attiser l'hostilité de tous côtés contre elle ne peut être que dans notre intérêt. Nouvelle du jour. Bloomberg est parti à l'étranger avec sa femme et 50 000 marks en devises. Fritz a été interrogé 4 heures par la Stapo à propos de l'article 175. Mais sans résultat jusqu'ici. L'affaire est encore douteuse. Pas de solution en vue pour l'instant. Hosbach a été chassé de son poste d'aide de camp auprès du Führer en raison de la faute commise dans l'affaire Fritz. Il l'apprend par un coup de téléphone pendant le repas, qui le brise totalement. Il vient prendre congé de moi, il a les larmes aux yeux. Tous ses idéaux sont anéantis. Une épave. Il me fait grande peine. La vie est si dure et si cruelle. Le Führer est gris de fatigue. C'est surtout pour lui que tout cela m'est extrêmement pénible. Une fatalité redoutable que nous allons avoir bien du mal à surmonter. Je ne comprends plus rien à la vie humaine. Alors pour ce qui est de Hosbach, comme dit, c'est l'aide de camp du Führer pour tout ce qui est question militaire. Et il est viré de son poste parce que justement, il a déjà désobéi plusieurs fois à Hitler, mais Hitler laissait passer. Et dans l'affaire Fritz, justement, une enquête devait être menée sur Fritz et Hosbach a prévenu Fritz, alors que normalement, l'enquête devait se faire discrètement. Et il semblerait que ce soit cette raison qui ait poussé Hitler à se séparer de Hosbach. Par la suite, à midi, chez le Führer, pour le repas. Le Führer est totalement épuisé et profondément ébranlé. Il a discuté à fond avec Hosbach, et il a maintenant une meilleure opinion de lui. Il lui donnera un bon certificat de service et par la suite un régiment. Peut-être le reprendra-t-il plus tard. Il a commis une lourde faute. Mais pour finir, tous ses idéaux sont brisés avec l'affaire Fritz. Le Führer a les larmes aux yeux. C'est une période très très difficile et tous les autres ne savent absolument rien de cela. Mais maintenant, il faut conclure. Le cas de Fritz est totalement élucidé. C'est ici parole contre parole. Celle d'un maître chanteur homosexuel contre celle du chef de l'armée. Et le Führer n'a plus confiance en Fritz. Une situation diabolique, Gürtner doit encore réaliser une expertise juridique. Mais à quoi tout cela sert-il ? La porcelaine est brisée, je devrais aider ensuite à recoller les morceaux. C'est le dégât dans le peuple qui est le pire. Pendant ce temps, Bloomberg fait le tour du monde avec sa créature. Quelle déception. Par la suite, Washington veut l'égalité des flottes avec Londres. Pour la paix, ben voyons. Les guerres à venir ne seront plus faites avec les armes. Celles-ci ne travaillent que pour la paix. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.